Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture qui va être le dernier book haul de l'année 2022 avec beaucoup d'achats parce que j'ai craqué beaucoup là. Et puis après, quand je vous aurai présenté tous les livres que j'ai achetés, on fera le petit bilan de l'année 2022 et ce que j'ai envie de faire pour l'année 2023. Donc on va commencer par les achats. Alors je vous montre le seul achat neuf de ce mois-ci que j'ai fait dimanche dernier, parce qu'aujourd'hui on est donc dimanche 25 décembre, c'est le jour de Noël. Moi, la maison est toujours endormie, donc j'en profite pour tourner les vidéos. Donc c'est un roman young adulte paru chez Lumen. Donc ça s'appelle Seul un monstre de Vanessa Laine, je ne sais pas comment on prononce. J'ai complètement craqué pour la couverture et le résumé derrière qui m'a définitivement convaincu de le prendre. Et c'est une saga apparemment, puisque là il s'agit du livre 1, avec marqué dessus un monstre et un héros s'affrontent, sauf que cette fois le monstre c'est elle. J'en avais, enfin, je l'avais montré dans les vlogs, donc si vous ne regardez pas les vlogs, je vais en reparler là. La quatrième de couverture, je ne vous la lis pas en entier, parce qu'il y a un truc où je sais pas si ça spoil ou pas, c'est le problème avec les quatrièmes de couverture, des fois ça en raconte trop par rapport à l'histoire. Donc là on est avec une histoire de... Alors c'est de la fantaisie, parce qu'il y a de la magie dedans. Pour Joanne Cheng Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard. Quand une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas seulement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés, aussi fascinants que terrifiants, l'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Voilà. Et ensuite, il y a la petite phrase que je ne lis pas parce que je l'ai lu moi, mais on ne sait jamais. Et ça nous dit ensuite que pour sauver les siens d'une mort certaine, Johan va devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, mais surtout il va lui falloir accepter sa véritable nature. Car dans cette histoire, le monstre c'est elle. Voilà. Donc j'ai complètement craqué sur la couverture et le résumé. Et donc c'est une des lectures que je vais me faire en 2023 assez rapidement je pense, mais ça on en reparlera tout à l'heure dans ce que je me suis prévu pour 2023 comme petit challenge. Donc ça c'était mon seul achat neuf du mois. Et maintenant je vais vous montrer mes deux derniers emprunts à la bibliothèque qui vont être lus aussi rapidement, puisque forcément emprunt bibliothèque dit que je n'ai pas, on n'a que 3 semaines pour les lire, donc on ne peut pas traîner. Donc j'ai trouvé Femme en colère de Mathieu Mengo, voilà, aux éditions Grasset. C'est un roman qui me tentait énormément de par le sujet qu'il traite et quand il est sorti en fait, mais clairement c'est le prix qui m'a arrêté. Il n'est pas marqué là, si, parce que en fait 18€, vu l'épaisseur du roman et le nombre de pages qui fait que, parce qu'en fait il fait moins de 200 pages, donc concrètement en un week-end c'est fait, voire en une journée si c'est très 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 bien. Et donc j'avais pas envie de mettre 18€ dans un roman aussi court, donc
voilà. Et en plus, je l'aurais même pas lu tout de suite, puisque les achats en général je les fais, puis après je les range. Là, je l'emprunte à la bibliothèque, donc c'est toujours mieux. Donc on est dans la cour d'assises de Rennes, juin 2020, fin des débats. Le président invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre leurs mains le sort d'une femme, Mathilde Collignon. Elle est accusée d'un crime barbare qu'elle a avoué, et pourtant c'est elle qui réclame justice. Dans cette affaire de vengeance médiatisée à outrance, 3 magistrats et 6 jurés populaires sont appelés à trancher. Avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau? Pardon. 9 hommes et femmes en colère doivent choisir entre punition et pardon. Au cœur des questions de société contemporaine, un suspense haletant porté par une écriture au scalpel. Après, moi, c'est des formations professionnelles. J'adore tout ce qui est monde judiciaire, entre les procès, des choses comme ça. Et donc, forcément, ce roman-là m'intéresse fortement. Et donc, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je vais le lire très rapidement. Et je tousse encore. C'est une catastrophe. Je ne m'en sors pas. Et je vais devoir faire, à mon avis, 30 012 coupes dans cette vidéo pour aller boire et adoucir cette gorge qui me gratte. Pour pas que ce soit trop désagréable pour vous, hein, parce qu'on est d'accord que avec le micro, je vous pète les oreilles à chaque fois que je tousse. L'autre roman que j'ai emprunté, et c'est la magie de la bibliothèque, c'est que on tombe sur des romans qu'on n'avait jamais vus et qui peuvent nous tenter, c'est La leçon du mal de Yusuke Kishi aux éditions Belfond, et c'est un roman japonais, oui, c'est ça, un roman japonais qui était sur la table des nouveautés de la littérature contemporaine, mais quand on lit les résumés, on se dit que ça frôle quand même le thriller et qu'il va y avoir un suspense peut-être pas de dingue, on ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, je trouve qu'à la lecture du résumé, on frôle le thriller, parce que on est avec Seiji Asumi, qui, de l'avis de tous, est le professeur le plus charmant, le plus séduisant, le plus charismatique du lycée Shinko Gakuin de Mashida. Alors déjà, on va s'amuser à lire les noms. Adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, apprécié de sa direction, le jeune homme est fin, drôle, toujours prêt à voler au secours des uns, à protéger les autres, à combattre les injustices et le harcèlement, à dénouer les conflits. Sauf que, il y a un mais. Asumi, et tout cela, et pire encore, c'est un psychopathe. Manipulateur, calculateur, pervers, capable de tout pour prendre le contrôle et asseoir son pouvoir, un être violent qui n'hésite pas à éliminer quiconque se met en travers de sa route. Déjà, voilà. 3 élèves l'ont percé à jour, commence alors une traque terrifiante aux conséquences inimaginables. Donc voilà, moi quand j'ai lu le résumé, parce que la couverture en elle-même, bon voilà, c'est parce qu'il était sur la table des nouveautés que je m'y suis intéressé. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, ah, mais s'il faut que je le tente, parce que moi j'aime bien les romans où on lit aussi sur les méchants. Et là, c'est clairement le côté, on est avec un méchant, vraiment méchant. Et voilà, ça donne un point de vue qui peut être différent de ce qu'on lit d'habitude, où on est plutôt du côté des gentils qui cherchent à arrêter le méchant. Là, on semble être plutôt du côté du méchant qui va chercher à sauver sa peau. Donc voilà. Donc je l'ai jusqu'au 7 janvier. Donc concrètement, il sera lu au tout début de l'année. Ce sera peut-être même ma première lecture de 2023. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux achats Easy Cash que j'ai fait en 2 temps. Une fois le vendredi où je suis parti du travail avant d'être en vacances, parce que j'avais une journée de merde et donc il fallait concrètement que je me détende, et vu mon état de stress, voilà,
Comme je l'ai dit en vlog, moi, 1 heure passée dans Easy Cash à regarder les résumés, à me choisir des lectures, ça m'avait bien détendu. Et j'ai fait un petit craquage, on va dire, mais bon, craquage quand même qui est là. Donc mon premier choix s'est porté sur Le Corbeau d'Oxford de Fess Martin, qui est le premier tome des enquêtes de Loveday et Ryder, qui est une série de Cozy Mystery. Série de Cozy Mystery. Les Cozy Mystery, on le vend en couple. Moi j'aime bien, mais je suis assez méfiante. J'ai découvert récemment la saga des Anna Svensson avec Meurtre et pépites de chocolat, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, voilà. Et donc là, j'ai trouvé celui-là qui est donc le premier tome de la série des Loveday et Ryder, qui me fait bien envie aussi, surtout depuis que Ludivine de Colorel en a reparlé, et où elle dit que on est plus dans le côté polar que dans le côté Cozy Mystery, qui reste assez faible. Mais bon, voilà, donc on verra bien. J'en ai pris, ils avaient les 3 tomes, je crois. J'en ai pris qu'un pour voir si j'accrochais, parce que si j'aime pas, c'est pas la peine que je continue. Et donc là, le premier tome m'a coûté 4 €, donc en excellent état d'occasion, on est bon. On est à Oxford en 1960, lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes. Il prend le parti de ne pas s'en inquiéter, mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une opération aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clément Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford. Donc voilà. Un duo de policiers entre un médecin légiste et une policière, sur fond de, on va dire, discrimination féminine, parce que c'est une femme, donc on ne lui laisse aucune initiative, voilà, donc ça peut être sympa, on verra bien. Et je pense aussi, enfin je vais vous le dire, je pense de tous les livres que j'ai achetés, je pense le lire assez rapidement pour savoir si je continue, je débute cette nouvelle saga, alors que j'en ai déjà 2 en cours, puisque des Cozy Mystery, moi je lis Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, et du coup Meurtre et pépites de chocolat, enfin, la saga des Anna Svensson, où j'ai lu le tome 1 et j'attends le tome 2 que j'ai réservé à la bibliothèque. Ensuite, j'ai trouvé 30 jours, ouais, c'est ça, 30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen aux éditions Gallmeister, qui m'a tenté par le résumé qui laisse penser à un Cozy Mystery, mais un peu plus meurtre que, un peu plus policier que Cozy vraiment, avec un écrivain au cœur du roman, ce que j'aime bien aussi. N'importe quel imbécile peut écrire un polar en 1 mois. Anna en est persuadée lorsqu'elle interpelle Jorn Jensen, star du polar au Danemark. Snob, alcoolique et solitaire, Anna est elle aussi romancière, mais elle écrit de la vraie littérature, même si dernièrement elle est en panne d'inspiration. Aussi, comme Jensen la met au défi de rédiger un polar en 30 jours, accepte-t-elle le pari. Direction l'Islande, ses tempêtes de neige et sa nature indomptable, le décor idéal pour un roman policier. Le voyage prend néanmoins une autre tournure lorsqu'un adolescent est retrouvé mort dans le village où Anna a posé ses valises. La romancière s'improvise alors enquêtrice, mais ses maladresses et son insistance ne sont pas du goût de tous. Entre orgueil et écueil, Anna trouvera-t-elle enfin sa propre lumière? Voilà. Donc, l'idée de base et le résumé derrière m'ont suffisamment plu pour me donner envie de tenter l'aventure. Et puis en plus c'est une édition Gallmeister que j'aime bien. J'aime bien, même si en plus j'en ai pas lu tant que ça, mais c'est un format de roman que j'aime beaucoup. Donc on verra bien ce que ça va donner.
Ensuite, j'ai pris L'île des âmes de Pier Giorgio Pulici. Oui, c'est ça, Pulici, un auteur italien. Je vous avais montré, je crois, dans une vidéo Bookhaul, j'avais emprunté à la bibliothèque L'illusion du mal. Et je m'étais rendu compte que en fait, c'était le tome 2, enfin c'était la deuxième enquête des enquêtrices, et que le premier tome c'était L'île des âmes, et que je ne l'avais pas trouvé à la bibliothèque, et que j'étais parti au départ à me dire, bon bah tant pis, je lirai le tome 2. Au final, autant vous dire que quand je suis tombé sur celui-là à Izika, je ne me suis pas posé de questions pendant 3 plombes. Je l'ai pris en me disant que ça me permettrait de découvrir vraiment le premier tome où on retrouve les deux enquêtrices, s'il y a des choses au niveau personnel, voilà. Et en plus, le résumé de celui-là m'a plu autant que celui de l'illusion du mal, du coup, que je vais rendre à la bibliothèque avant d'avoir lu, puisque je vais lire celui-là d'abord, et soit je le reprends dans la bibliothèque, soit en fait j'ai vu que chez EasyCash, ils ont aussi l'illusion du mal en occasion. Je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit, on va d'abord lire le tome 1 pour voir si vraiment le style me plaît, voilà, et on verra bien. Donc, dans ce tome-là, on est en Sardaigne, qui, depuis plusieurs décennies, est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Maria Rice et Eva Cross se trouvent mutées au département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses pistes en révélation, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. La première enquête de Mara Rice et Eva Cross nous plonge dans les somptueux décors de la Sardaigne, au cœur de ténèbres venues du fond des âges. Voilà. Le résumé m'a bien plu, et donc voilà, et en plus, il ne coûtait que 8 € pour un grand format. C'est pas mal, sachant qu'il est sorti au format poche des éditions Gallmeister il n'y a pas très longtemps, à mon avis, puisque le tome 2, la deuxième enquête est sortie récemment en grand format, ils ont sorti celui-là en format poche. Mais moi, là, j'ai le grand format pour le prix d'un poche, ça me va bien. Donc voilà, un auteur italien, j'en ai pas lu beaucoup, je crois que mon seul auteur, ou alors si, il y a Donato Carisi, mais j'aime pas du tout, donc j'ai pas accroché du tout avec le chuchoteur, donc je n'ai pas poursuivi. Et je crois que j'ai lu Sandrone Dazieri avec sa trilogie, mais j'ai lu que les 2 premiers parce que le système de faire des fins cliffhanger pour te forcer à... forcer, personne ne te force jamais, mais pour provoquer l'envie de lire le tome 3 parce que le tome d'avant se termine sur un truc qui te frustre à fond, ça m'avait un peu agacé, donc autant j'avais bouffé le 1, le 2 j'avais lu, j'avais bien aimé, mais alors à la fin du 2 je m'étais dit ouais non c'est bon, voilà, donc je n'ai pas poursuivi. Mais là c'est un nouvel auteur italien du coup que je pense que je vais aimer découvrir. Et ensuite je suis retourné à EasyCash, mais un autre EasyCash que celui où je vais d'habitude, jeudi après-midi, et j'ai craqué pour 3 nouveaux romans. Donc il y a 3 de Valérie Perrin. Alors c'est un roman, on en a énormément entendu parler, tout le monde aime beaucoup, donc forcément il était sur ma wishlist. Je n'avais encore pas sauté le pas de l'acheter, il est sorti en poche, mais là moi j'avais l'occasion d'avoir le grand format paru chez Albin Michel au prix de 6 €, donc moins cher que le poche, donc je ne me suis pas gêné pour sauter dessus. Donc je vous lis le résumé, même si je pense que tout le monde connaît l'histoire, le résumé de cette histoire, mais voilà. En 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Voilà.
Il a fait grand bruit, tout le monde en dit le plus grand bien, donc moi je vais enfin pouvoir le découvrir à mon tour et voir si j'aime bien. Alors de Valérie Perrin, je n'ai lu que Il faut changer l'eau des fleurs que j'avais énormément aimé et j'ai Les Oubliés du dimanche dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu, mais voilà, donc maintenant ça fait un nouveau titre dans ma pile à lire que je compte bien lire en 2023. Je ne dis pas au début de l'année, mais en 2023. Ensuite, j'ai pris Un océan de rouille de C. Robert Cargill aux éditions Albin Michel Imaginaire. Celui-là, c'est complètement une surprise. Je l'ai choisi parce que c'est un Albin Michel Imaginaire. Enfin, c'est ce qui m'a fait au départ le sortir du rayon, pour voir de quoi il était question. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, mais c'est a l'air trop bien et intriguant, original, je me le prends. Donc, on est avec des robots et des androïdes. Déjà, ça place... Pendant des décennies, ils ont effectué les tâches les plus ingrates, ont travaillé sur les chantiers les plus dangereux. Ils nous ont servi de partenaires sexuels, se sont occupés de nos malades et de nos proches en perte d'autonomie. Un jour, confrontés à notre refus de les émanciper, certaines de ces machines ont commencé à nous exterminer. 15 ans après l'assassinat du dernier humain, les intelligences mondes et leurs armées de facettes se livrent à un combat sans merci pour la domination totale de la planète. Toutefois, en marge de ce conflit, certains robots vivent en toute indépendance. Fragile et l'une d'entre eux, elle écume l'océan de rouille à la recherche de composants à troquer et défendra sa liberté jusqu'à la dernière cartouche si nécessaire. Voilà. Sur fond, on dirait un peu Terminator sur le départ, voilà, mais le résumé m'a suffisamment intrigué pour me donner envie de tenter l'aventure, de voir comment un androïde robot qui normalement n'est pas doué de conscience peut vivre, voilà, et je pense qu'il y aura des parallèles avec des situations réelles d'inégalité et de voilà. Donc j'avais bien envie de le découvrir et là voilà, c'est d'occasion, donc en fait on prend moins de risques puisque il m'a coûté 8 euros. Ensuite, j'ai pris Le musée des promesses brisées de Elisabeth Buchan, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions du Faubourg Marigny, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup pour la beauté de l'objet livre. J'en ai déjà acheté plusieurs en occasion que je vous ai montré. Je les ai toujours pas lus, mais les résumés à chaque fois me tentent bien. Et celui-là, c'est aussi pour ça que je l'ai sorti du rayon, parce que j'ai vu que c'était un roman de cette maison d'édition. Le titre m'a intrigué quand même, c'est pas que juste voilà. Et la lecture du résumé derrière, c'était voilà, il me le fallait, c'était sûr. On est au musée des promesses brisées, donc un endroit plein d'émerveillement, de tristesse et d'espoir. Dans cet étonnant musée parisien tenu par l'or, on trouve différents objets, un chausson de bébé, un voile de mariée, un ticket de train. Leur point commun, ces objets sont tous liés à un moment de trahison dans la vie de leur propriétaire. Ici, les gens parlent aux fantômes de leur passé, et l'or a elle aussi des comptes à régler. 1986. Après le soudain décès de son père, Lord décide de suivre la famille tchèque qui l'emploie comme jeune fille au pair à Prague. Mais la vie derrière le rideau de fer semble, à première vue, sans saveur, morne, grise, menaçante. Laure ne comprend pas les courants politiques complexes qui tissent une toile serrée autour de ce rempart du communisme, jusqu'à sa rencontre avec un jeune musicien dissident. Son amour pour lui va avoir des conséquences terribles et entraînera une promesse brisée qu'elle n'oubliera jamais. Voilà. Moi, ça m'a suffisamment intrigué sur une période de l'histoire, on va dire, que je ne connais pas très bien. Peut-être que ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus. Et voilà, donc une belle découverte en perspective, normalement. On verra bien, mais voilà, c'était, on va dire, un achat non raisonnable, puisque comme il est paru en 2022, même d'occasion, il est à 13 euros, mais
j'avais tellement aimé le résumé que je me suis dit oui, mais si, je le prends. Voilà. Et ce fameux jeudi, je suis aussi allé à Emmaüs et j'ai fait des belles trouvailles, on va dire. Donc j'ai pris le bureau des affaires occultes, le fantôme du vicaire de Éric Foissier, sorti aux éditions Albin Michel, et c'est le 2e tome, il me semble, oui c'est ça, c'est le 2e tome et qui est paru en 2022 et qui est donc déjà chez Emmaüs et que j'ai eu au prix de 3 €. Je ne me suis pas posé de questions, je l'ai pris. En fait, j'ai le tome 1 dans ma liseuse que je n'ai toujours pas lu et que donc je ne sais pas si je vais aimer, mais à 3 € le tome 2, je ne me suis pas posé de questions et je me suis dit que même si je n'aimais pas, c'était pas bien grave. Voilà, donc j'avais envie de... Et c'est très très mystérieux parce que en fait il n'y a pas de résumé. Une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du bureau des affaires occultes où les apparences sont dangereuses et trompeuses. Voilà. Il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Moi-même, je ne le sais pas. Je ne me souviens plus de la lecture du résumé du tome 1. On verra bien ce que ça donnera. Il faut que je lise le tome 1 que j'ai dans ma liseuse et ensuite je lirai celui-là. Ou pas. On verra bien. En tout cas, voilà, c'était une première belle affaire. Ensuite, j'ai pris à Elma de Eva Bjorg Aegis-Dottir, la prononciation horrible, aux éditions, c'est La Martinière, je crois. Sauf que, j'ai pas regardé à l'intérieur, mais je pense que c'est alors, voilà, c'est les éditions de Noyelles, en fait, c'est un peu comme le Françoisir. Ils ont l'autorisation de publier des romans de grandes maisons d'édition. Voilà. Et il m'a coûté 3 €. Pareil, de toute manière à Emmaüs, les grands formats c'est 3 €, les petits formats je crois que c'est 50 centimes ou 1 €, donc c'est vraiment limite c'est donné. Et donc, après 20 ans passés à Reykjavik, Elma, enquêtrice chevronnée, revient à Akran, encore hantée par la douloureuse rupture qui l'a poussée à ce retour imprévu. Elle peine à trouver sa place dans cette petite ville qui semble figée dans le temps, et son quotidien au commissariat, loin de la brigade criminelle de la capitale, s'annonce peu trépidant. Pourtant, peu de temps après son arrivée, un corps de femme est retrouvé sur les rochers près du phare. Même si le ressac a déjà effacé de nombreux indices, l'autopsie écarte l'hypothèse d'une noyade accidentelle. Qui pouvait en vouloir à cette mère de famille sans histoire? De nombreux secrets d'autrefois continueraient-ils de hanter une communauté en apparence si tranquille? Pour Elma, l'enquête ne fait que commencer. Alors c'est pareil, c'est un roman qu'on a beaucoup vu passer, enfin que moi j'ai beaucoup vu passer sur Instagram, et donc forcément je l'avais mis dans ma liste de livres à lire à l'occasion, pas à me précipiter dessus pour les acheter, mais à lire à l'occasion, et donc voilà, là à 3 €, l'occasion s'est présentée, et je ne me suis pas freiné pour tenter l'aventure, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai aussi pris La dernière tempête de Ragnar Jonasson. Pareil, 3 € chez Emmaüs, et on est avec ce coup-ci la vraie édition. Il y a le petite tête de loup là. Et Ragnar Jonasson, c'est un auteur c'est ça, en fait. La dernière tempête, c'est le dernier tome de sa trilogie. Voilà, à chaque fois, je vous le fais en direct. C'est le dernier tome de sa trilogie où on a le premier volet, c'est La Dame de Reykjavik, et le deuxième, c'est L'île au secret. Alors ils mettent
que tous les volumes peuvent se lire séparément. Sauf que, voilà, c'est mieux si on les lit dans l'ordre. Alors après, comme celui-là, en fait, la trilogie a l'originalité, on va dire, de commencer par la fin, je crois. Et que, voilà. Ça, c'est le dernier tome qui nous remet dès le début de l'histoire. Voilà, donc, j'avais même pas lu la 4e de couverture, je savais que je voulais la lire, donc là, c'est le dernier tome, j'ai pas le premier, j'ai pas le dernier, enfin, j'ai pas le deuxième. Il faudra que je me les trouve pour les lire, mais voilà, au moins j'aurais eu celui-là. Parce que moi, dans mon idée, j'avais dit, ouais, je lirai, en fait, je commencerai par le dernier pour lire dans le bon ordre. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle il nous les fait lire à l'inverse de la lecture normale. Donc, il faut se conformer aux souhaits de l'auteur, on va dire. Après, c'est un auteur que j'ai bien aimé. J'ai lu sa trilogie, enfin, j'ai commencé les 2 premiers, je crois, de la saga où il y a Harry Thor dedans. Et j'aime bien, si ce n'est que le rythme est un peu lent, mais j'aime bien quand même. Donc, je lirai celui-là quand j'aurai lu les 2 précédents. Voilà, et donc, je ne vous lis pas le résumé, puisque si ça spoil par rapport à d'autres trucs, autant ne pas se spoiler soi-même. Mais en tout cas, voilà, j'aurai le dernier tome de la saga. C'est nul. Bref. Le dernier que j'ai acheté, c'est Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn, qui est paru aux éditions Presse de la Cité. Et celui-là doit être plus ancien puisqu'il est à 2,50 €. Et derrière, ça nous dit juste: Blake Nelson est retrouvé mort dans le désert, la police soupçonne sa femme de l'avoir tué, mais laquelle? Voilà. Donc je pense qu'on va avoir une alternance de point de vue des différentes épouses. Donc on verra bien. J'en avais entendu parler, pareil, sur Instagram. C'est aussi pour ça que je l'ai pris quand je l'ai vu. Parce qu'à ce prix-là, ça vaut pas le coup de se priver. Hein. Et puis voilà, donc ça c'était mon dernier achat. Emmaüs, voilà. Donc une belle petite pile de futures lectures qui fait que ma pile à lire est monstrueuse. Et j'ai le vent qui gargouille, c'est une horreur, j'espère que vous n'entendez pas. Et donc ma pile à lire est monstrueuse, et donc mon objectif de 2022, et qui était de la faire descendre clairement, foirade totale, d'autant plus que en 2022, j'ai eu une panne de lecture qui s'est étendue de juin, juillet à septembre, octobre peut-être, où j'ai absolument pas lu, où je lisais un roman par mois à peine, parce que voilà, mes activités créatives avaient pris le dessus, comme j'ai redécouvert le point de croix et je me suis lancé à fond dedans. J'avais plus envie de lire, voilà, et puis c'est le bilan en fait. On va passer au bilan de l'année 2022, qui du coup n'est pas folichon, puisque avec cette panne de lecture, ça a bouleversé mon univers livresque, on va dire. Mais en faisant le bilan maintenant, que c'est revenu et que j'ai trouvé une organisation qui me permet d'avancer tout en même temps, de lire tout en ayant aussi du temps pour mes activités créatives, ça me va très bien. Je me suis rendu compte aussi, ça m'a un peu désintoxiqué, on va dire, des réseaux, puisque de juin à septembre, Instagram livresque, rien du tout. Je n'y allais plus, je ne regardais pas ce qui se passait, voilà. Je n'ai rien publié, pas grand chose. J'en suis pas morte, comme quoi c'est possible, alors que à force d'y être, ça nous rentre, je pense, dans une sphère de, pas de pression, mais il faut publier régulièrement pour avoir des vues, pour avoir des likes, et au final, c'est pas que ça fausse le jeu, mais ça faut lire toujours plus pour
avoir plus de contenu à montrer, machin, nanana, enfin bref. Et donc cette coupure aura été très très salutaire pour moi, puisque ça m'a fait du bien en fait d'être coupé complètement. Et du coup maintenant je relis à un rythme moindre que celui que j'avais avant, mais qui finalement me convient très bien, puisque c'est une catastrophe. Puisque je lis les romans, je les aime bien, je ne me mets aucune pression. Si je mets 10 jours pour lire un livre, un mois entier, on s'en fout, du moment que je passe un bon moment. Et puis voilà, je publie mes avis sur Instagram quand j'ai envie, quand j'ai la motivation. Si j'ai pas envie, je le fais pas, on s'en fiche. Voilà, finalement, le bilan de l'année 2022 aura été de retrouver le goût de la lecture, plaisir, uniquement plaisir, et pas pour publier sur Instagram parce que voilà, on s'en fout. Donc, mais pour le coup, mon carnet de lecture que j'avais j'avais commencé en 2021, mais pour mon année 2022, là, est complètement foiré. Et donc je vais reprendre pour 2023 avec une nouvelle organisation, on va dire, qui est que, comme là en plus j'emprunte à la bibliothèque, et que j'ai une pile à lire du coup qui est toujours monstrueuse. L'année dernière j'avais mis en place un système de wishlist à condition, c'est-à-dire qu'il fallait, je me mettais les livres que je voulais acheter et je devais lire, j'avais des petites conditions pour avoir le droit d'acheter les livres. Au final je ne les ai même pas achetés, alors que j'avais rempli certaines conditions, mais bon voilà. Donc c'était pas forcément pas la bonne technique, mais bon voilà, le but était de lire plus de mon stock que ce que je faisais rentrer pour faire baisser la pile à lire. Voilà. Ayant renoué avec les emprunts bibliothèques, ça me paraît compromis de réussir à faire baisser drastiquement ma pile à lire. Mais pour 2023, je pense, enfin c'est même sûr, que je vais en fait déterminer au début de l'année. Donc je me suis dit que j'allais me choisir 24 romans dans ma pile à lire générale. Donc voilà, je vais me faire une mini pile à lire pour 2023 de 24 romans. Ce qui veut dire, comme il y a 12 mois dans l'année, 2 romans par mois de ma pile à lire. Ce qui est faisable, et en laissant de la marge forcément pour des achats intempestifs, surprises, de romans auxquels je ne peux pas résister, voilà. Mais si ce n'est de me mettre cette contrainte tranquillement, que un livre que j'achète dans l'année 2023, si je l'achète, c'est pour le lire tout de suite. Parce que, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y en a, je les achète grand format, je l'avais déjà dit, je crois, je les lis pas, au final ils sortent en poche après, et donc vu que je les ai pas lus, alors que je les ai achetés en grand format, j'aurais très bien pu largement attendre qu'ils sortent en format poche pour les acheter, ou voire de les acheter en occasion quand je tombe dessus. Donc voilà, je vais me faire une mini pile à lire de 24 romans, qui sont les 24 romans qui seront mon objectif de l'année 2023, et tout nouvel achat que je serai tenté de faire, ce sera pour l'intégrer dans la mini pile du mois suivant. Voilà, il faudra que je le lise impérativement. Si je l'achète, je le lis tout de suite. Comme ça, normalement, si ça marche, parce que ça c'est les bonnes résolutions qu'on se met au début de l'année, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Le but étant, du coup, ma pile à lire aura baissé à la fin de 2023 de 24 romans et n'aura pas augmenté, puisque normalement mes nouveaux achats de 2023 auront été des aussitôt achetés, aussitôt lus. On y croit,
et donc on se retrouvera en 2023 à la fin de l'année pour le bilan et savoir si j'ai réussi mon petit objectif, voilà, de faire ce genre de petits paris, sachant que, pareil, dans ma pile, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer les romans que j'ai choisis, il y en a forcément, ça va être des tomes 2 de saga, puisque j'ai commencé des séries en 2021, j'ai pour certains les tomes 2 dans ma pile à lire, que je n'ai pas lu en 2022, et donc il faudra qu'ils soient lus en 2023, puisque en plus il y a des autres tomes qui vont sortir, donc voilà. Il faut que je me prépare tout ça, et ça fera l'objet, je pense, du premier Parlons Lecture de 2023. Je vous présenterai les lectures à coup sûr que je ferai en 2023. Et donc, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je vais m'arrêter là. Vous pouvez me laisser des commentaires pour me parler des romans que je vous ai montrés, pour me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas d'ailleurs, même si vous les avez pas aimés, vous pouvez me le dire, hein, ça me préparera psychologiquement. Et puis, je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, et vous souhaiter tout le meilleur également pour la nouvelle année qui se présente à nous, en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que les dernières années qu'on a eues, parce que voilà, avec ce virus à la con qui nous a un peu pourri, voilà, et toute l'actualité qui fait que 2022 n'était pas très très cool. Je vous souhaite le meilleur pour 2023 et je vous dis à l'année prochaine.